Bonsoir à tous, bienvenue donc pour ce talk sur Polymère 2. Et avant tout, je vais vous raconter en fait une petite histoire. Il était une fois un développeur, Jean-François, qui se décide de créer, il y a à peu près 3 ans, une appli pour contrôler ses slides. Parce que voilà, il commence à donner pas mal de presse sur le web, et puis il se dit, bah, ce serait cool j'aimerais bien avoir une appli qui contrôle mes slides et qui soit en plus une appli web. Donc à peu près en 2012-2013, le choix logique que je fais à l'époque, c'est de partir sur Angular. Donc j'ai choisi Angular 1 et comme j'étais déjà assez intéressé par la notion de template, de composants, etc., j'ai fait des directives, beaucoup de directives, mais vraiment trop quoi. À tel point que finalement j'ai complexifié énormément mon code et je ne savais pas trop quoi faire. Au fait, moi donc c'est Jean-François Garot, je travaille chez Lucas. Lucas en fait, si vous ne connaissez pas, on est un éditeur SaaS, on fait les logiciels pour vous aider à poser vos congés, vos notes de frais. Donc maintenant, si vous n'êtes pas content de votre solution de notes de frais ou de congés, vous pouvez venir me voir à la fin, on en parlera. Accessoirement à côté, je suis organisateur du GDG Nantes et du DevFest Nantes dont on a parlé tout à l'heure, donc ce sera 19 et 20 octobre. J'espère bien voir des Rennais au DevFest. Mais donc revenons un petit peu, je reviendrai à mon histoire un petit peu après. Revenons à notre propos ce soir qui est Polymère, et surtout Polymère 1. Combien d'entre vous ont fait du Polymère 1 déjà ici? Levez la main, ceux qu'on fait. D'accord. À peu près un petit peu moins de la moitié. Donc Polymère, à la base, moi j'ai surtout connu comme ça pour écrire des composants. Du coup c'était un polyfill aussi. Et surtout, c'était aussi une bibliothèque de composants. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui croyaient finalement que Polymère, c'était qu'une bibliothèque de composants. Vous vous souvenez, il y avait le fameux il y a un élément pour ça. C'est un peu la mantra. Donc, ça reste, c'est toujours présent. Donc, il y a les Polymère Core Elements, qui sont donc les éléments de base qu'on va manipuler sur tout ce qui est templating, etc. Après, on arrive vraiment sur la partie graphique, les Paper Elements. Ils ont fait ensuite, ils ont rajouté tout ce qui est Google, donc Google Maps, les trucs autour de ça, tous ces composants-là. Les Platinum, donc là on arrive sur des composants un peu spécifiques qui ne sont pas forcément graphiques, mais qui vont plus servir par exemple à faire du web Bluetooth, là ils montrent push notification, offline caching, appel HTTP, des choses comme ça. Et après ils ont créé les Gold Elements aussi, enfin c'est pas dans un ordre, hein, mais c'est la bibliothèque complète, qui était orientée un petit peu plus tout ce qui était formulaire, donc champ d'input évolué, etc. Concrètement, ça ressemblait à ça pour ceux qui n'avaient pas suivi. Et ça se codait comme ça. Ça se code toujours comme ça, on verra après. Je vous explique, là je reviens rapidement sur l'historique pour voir comment ça a évolué après. Pour rappel, un composant Polymère 1, c'était ça. Donc, on voyait, on avait un élément, on avait tout un ensemble de métadatas qu'on décrivait. Là, par exemple, ça va être le nom de l'élément, ça va être myElement, des méthodes, etc. On instanciait notre élément, soit en faisant un createElement, soit en faisant en instantiant directement l'objet en JavaScript. Il y avait donc un cycle de vie. Je crée mon élément, quand c'est bon, le DOM est chargé, mon élément est attaché à mon DOM, il est détaché, et j'ai un attribut qui évolue. De la même façon, d'une façon complète, ça ressemblait approximativement, ça ressemblait à ça, et ça ressemble à ça, un Polymère 1. On a une balise DOM module, dans laquelle on a un template, bon, voilà, du code, avec éventuellement en plus, on voit là pour le coup du data binding, et la partie script qui va correspondre donc à la logique de notre composant. Mais ça, c'était avant. Donc, si on revient justement à mon histoire, comme je vous ai dit, c'était de l'Angular 1. À l'époque, Polymère sortait tout juste. Moi, j'avais fait déjà des projets Angular, donc j'étais parti plus dessus. Et puis, je me suis dit, JF, il faut que tu fasses quelque chose, tu ne peux pas laisser ça comme ça.
Donc vient l'heure de la refonte. Et la grosse question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je pars sur Angular 2? Est-ce que je fais du React? Ou est-ce que finalement, les web components, c'est pas suffisamment cool pour que je puisse les utiliser? Donc justement, en parlant de web components, qu'est-ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça? Eh ben, il y a la spec 1 qui a été figée. Et ça, c'est hyper important, parce que du coup, vous allez voir là, pour le reste. Les templates, on sait maintenant comment officiellement on doit faire les templates. Idem pour les custom elements, idem pour le shadow DOM. HTML import, c'est encore un petit peu reporté pour l'instant. Concrètement, ça donne quoi en fait quand on veut faire du vanilla web component? Quand je dis vanilla, ça va, ça vous parle ou pas? Ouais. Ok. Donc un template, ça ressemble à ça. On va avoir un template, une balise style, du code HTML éventuellement, forcément si on a envie de le représenter. Et côté utilisation, on va, bon là je vais sélectionner du coup mon élément, je vais importer mon contenu, je vais le cloner, et je vais l'ajouter et l'append du coup à un élément. Donc là c'est cool, j'avais une brique de HTML qui n'était pas loadée, que je charge dynamiquement et que je vais pouvoir mettre dans mon DOM. Ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, du coup, on va pouvoir aller sur les custom elements. Donc, on va les créer. On va hériter maintenant de HTML element. Donc là, on voit que ça a évolué un peu. C'est sympa, on commence à arriver sur des classes donc, de type ES6. Avec un constructeur, il faut toujours rappeler super, c'est important. On va mettre en place un certain nombre de choses. Donc là, par exemple, j'ai décidé que j'allais mettre un clic sur mon événement. Je vais faire en sorte que mon custom element il soit en fait en shadow, donc du shadow DOM. Donc d'un point de vue extérieur, on ne voit pas ce qui se passe dedans. Et il a un cycle de vie. Donc les méthodes, cette fois-ci, ça s'appelle connected callback. Donc vous voyez, appeler quand on insère l'élément dans le document. Donc là, le shadow root. Disconnected callback, quand je me détache. De la même façon, on a get observed attribute. Donc là, on va dire, ok, tiens, je veux écouter un certain nombre d'attributs, je veux voir quand est-ce qu'ils évoluent, et dans ce cas-là, tu me préviens, on va faire quelque chose avec. Donc là, on arrive dans cette méthode, la attribute change callback. Donc là, par exemple, c'était le coup d'avant, je me rappelle, hein, j'ai écouté l'attribut GDG, et du coup, là, je regarde si c'est l'attribut GDG, et je fais une modif. Très bien. Si on veut faire du binding, donc, parce que là, pour l'instant, j'ai écouté, mais c'est pas forcément encore reflété, mon truc, dans mon attribut. Donc, ok, j'ai mon attribut change. Il faut en plus que j'aille setter mes affaires, mes attributs, donc je suis obligé de faire un peu de dirty check, etc. Donc, on commence à avoir pas mal de taf à faire, finalement, quand on veut avoir des trucs assez basiques, et en plus on est limité là pour l'instant à des attributs et à des chaînes de caractères. Quand on veut remonter l'info, donc là c'est ok, c'est bien, tout se passe pour l'instant au cœur de mon appli, de mon composant, mais j'ai pas averti, j'ai pas levé d'événement, j'ai rien fait. Donc là, sur un clic, on va pouvoir faire un dispatch event, donc on va créer un événement, un GDG, et on va lui donner un détail, des informations, etc. Comment ça s'utilise? Quand on fait utiliser un custom element, ça s'utilise comme ça. Donc le GDG element, ok, on GDG star, callback star, donc là c'est mon callback qu'on a vu tout à l'heure, et GDG c'est mon fameux attribut que je suis en train d'écouter. Et il y a un truc qui est important, c'est la distinction entre les attributs et les properties qu'on va avoir sur notre élément. Les attributs, c'est donc des chaînes de caractères, ok, on va pouvoir s'abonner dessus. Et les properties, c'est les objets exposés. Or, maintenant, on sait bien, avec tous les frameworks qu'on utilise modernes, le data binding, il se fait sur quoi? Il se fait sur les attributs. Donc vous imaginez bien que du coup, ça pose un problème en fait dans la spec. C'est pas encore prévu pour l'instant, de se dire que je vais passer du coup un objet complexe à travers un attribut. Ou alors il faudrait que je le stringify, que je le serialise à travers mon attribut. Dans ce cas-là, je l'observe et dans mon composant, je le désérialise, etc. Donc ça, c'est un problème et ça fait partie de l'aspect. Si on continue, du coup, dans les choses de
de la norme donc, Web Component, donc il y a le Shadow DOM. Cette fois-ci, on va dire, donc comme tout à l'heure, ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va créer un objet Shadow et on va mettre du code dedans, du code HTML. Donc soit on peut le faire avec les templates, soit là je peux faire du Shadow DOM indépendamment d'un template. Exemple, du coup, si je veux faire un Vanilla Element qui extend HTML Element. On va donc avoir le connected callback, on va créer donc du contenu. Donc là je pars en templating, on voit bien. Et j'ai un nom, du coup un setter que je vais pouvoir mettre à jour depuis l'extérieur. Et quand je me retrouve à le setter, je modifie la valeur de mon span qui était con. On se rend compte finalement que tout ça c'est pas si simple. Parce qu'on a une synchro qui n'est pas forcément évidente. Un passage d'objets complexes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre les attributs versus les properties, qui n'est pas trivial non plus. Et puis, bah, on a beaucoup de boilerplate. On se retrouve à avoir beaucoup de code pour faire pas grand-chose. C'est là qu'arrive finalement Polymer 2. Polymer 2, en fait, ils se sont dit, on ne va pas repenser les choses, on va juste être là pour faciliter. Concrètement, Polymer, c'est énormément de sucre syntaxique sur l'aspect des composants. Et c'est pour ça que ça m'a intéressé en fait pour mon projet, c'est que je suis en règle générale attaché à la plateforme. Moi je donne des talks en général sur les nouveautés de la plateforme, etc. Donc j'aime beaucoup ce qui se passe au niveau des specs purs. C'est pour ça que je regardais comment faire des web components en vanilla. Par contre c'est vrai que ça me gênait tout ce côté un peu moins dynamique, où je suis obligé de sortir beaucoup de code pour faire pas grand chose. Et finalement, Polymer 2 m'a aidé pas mal là-dedans. Et une des mantras principales de Polymer 2, c'est le truc qu'on retrouve partout, use the platform. Concrètement, un vanilla component, je vais vous montrer, GDG extends HTML element, un polymer component, donc c'est il extends polymer.element. On va voir après donc qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Et en fait, ils ont tiré parti d'un truc de JavaScript qui s'appelle les mixins pour Polymer 2, qui fait que on n'est pas obligé de tout prendre. On va pouvoir choisir, on est, comme il disait donc au Google I.O., on est dans un mode à la carte. Là par exemple, on va pouvoir faire en sorte que la seule chose qui nous intéresse, c'est la gestion automatique du template. C'est-à-dire, je vais avoir un élément que je déclare, et je veux que de façon automatique, le template soit associé à mon élément. Et je ne suis pas obligé de le préciser. Ça par exemple, ça c'est un premier mixing. Le deuxième, c'est le property accessoire. Donc là, tout le truc que je vous ai montré tout à l'heure sur les getters, setters, synchro des attributs et properties, et bien là en fait on déclare juste les attributs, je vous montrerai la syntaxe après, et hop, la magie est faite. Donc on n'a plus besoin de s'ennuyer avec je vais écrire moi-même mes get et mes set, parce que si on se retrouve à avoir beaucoup d'attributs, vous imaginez bien que ça fait beaucoup de code pour rien. Et si c'est que ça qui m'intéresse, et ben j'extend le property accessoire et c'est bon. Après, property effect, là on va rajouter la notion de data binding. Et donc ça devient intéressant. Et on peut aussi les mixer ensemble. Donc le templating, il était indépendant de celui d'avant, du property accessoire. Donc on peut les chaîner, comme ça on va avoir plusieurs. Par contre le property effect, lui vu qu'il est déjà basé sur le data binding, il utilise déjà le templating et les property accessoires. Donc du coup on n'a pas besoin de les hériter. Donc un des trucs importants dans Polymer 2, c'est soyez sélectif ou pas. C'est vous qui voyez. Vous avez concrètement ce choix et cette possibilité. Et un des trucs qu'on attendait quand même depuis un petit moment, c'est l'héritage. On va enfin, ça y est, pouvoir faire de l'héritage. Ça c'est cool. Donc on va pouvoir hériter, enrichir vraiment fortement. Je vous invite à regarder une conférence qui a eu lieu pendant le Google I.O. Qui s'appelait Building for Billions. C'était l'expérience, alors que j'ai oublié le nom, c'était retour d'expérience sur Building for Billions. En gros, comment ils ont construit Polymer 2, et elle explique bien en fait toutes les problématiques qu'il y avait par derrière. Et elle explique bien aussi la notion, moi je suis passé assez vite sur les mixins, mais elle rentre vraiment bien dans le détail si vous voulez éventuellement compléter cette partie-là.
Donc vraiment, si on s'attache maintenant à Polymère 2 et à comment on fait un composant, donc là, pour le reste de la presse, je vais partir du principe que j'hérite le polymère element. Donc mon polymère element, on va encore toujours lui donner un nom. Ça, c'est la partie basique. Et après, on va retrouver des méthodes de cycle de vie. Et connected callback, je ne sais pas si vous vous souvenez de la spec pure du Web Component Vanilla, ça s'appelait aussi connected callback. On n'est plus sur les mêmes noms qu'on avait avec Polymère 1, ça y est, maintenant on est aligné. Donc du coup, c'est vachement intéressant parce que si finalement on décide un jour de péter notre héritage, de dire oh, en fait non, je vais peut-être, la spec elle a évolué sur des trucs et je veux rester très proche de la plateforme et utiliser vraiment du vanilla pur, et ben en fait on va pas trop casser notre code et on va rester sur quelque chose qui est très lisible et partageable en fait avec la spec. Et enfin, custom element define, donc GDG element is, donc mon nom, et ma classe. Quand on veut exposer donc des attributs, on va le faire de cette façon. Static get properties, et de l'autre partie, on va avoir les observers. Donc là, par exemple, je dis qu'est-ce qui se passe quand le GDG, l'attribut GDG évolue, j'appelle la méthode GDG change. Je peux tout trouver. Donc si on regarde, en fait, ça c'était le binding qu'on avait sur un HTML element, hein, donc du coup du vanilla, donc vous vous souvenez, de static is, get element, observe attribut, GDG, ok, connected callback, très bien, je vais mettre mon HTML dedans, attribute change callback, set GDG, etc. et mon get à la fin. Ça, c'est comment faire du binding basique. Maintenant, si on le réduit, ça devient ça en fait. On a déclaré du coup les get properties et automatiquement la machine est faite. Ça revient au même, donc si je vous rappelle tout à l'heure, vous héritiez le fameux property accessoire. Le templating, cette fois-ci, ça diffère un petit peu, c'est plus proche de ce qu'on faisait dans Polymère 1. On est encore obligé d'encapsuler ça dans une balise de module. Et on va mettre un template, et globalement, ça marche comment? Ça se dit, il dit, bah, la seule balise template que je vais avoir dans mon DOM module, ce sera automatiquement le contenu de mon custom element. Comme ça, j'ai pas besoin de spécifier, de dire, tiens, mon custom element, son inner HTML, c'est ce truc. C'est ça le template associé. Au niveau data binding, on retrouve exactement la même syntaxe qu'on avait sur du polymère. Donc du coup, on voit qu'avec polymère, on se retrouve à avoir des choses donc, où la synchro complexe, eh ben, elle a évolué, finalement elle est moins complexe. Le passage d'objets complexes, parce qu'on va utiliser le data binding de polymère, eh ben, on va éluder cette partie-là et ça va marcher beaucoup mieux. Et on se retrouve à avoir beaucoup moins de boilerplate. Donc on est content. Côté support, on en est où? Eh ben, il supporte en fait actuellement les deux dernières versions des browsers majeurs. Donc IE c'est IE 11 et après les autres c'est toujours les deux dernières versions. On garde aussi le polyfill, ils l'ont amélioré. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en fait pour le polyfill? C'est que de la même façon, soit vous savez exactement quelle plateforme vous targetez, etc. et vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez. Par exemple, ici, web component-hi, c'est pour HTML import. Là, je ne vais charger que la partie polyfill pour les imports HTML. CE, c'est custom element. Là, je vais charger HTML import et custom element. Si je charge le light, ça veut dire que là, je charge tout. Je charge tout polyfill. Ou au contraire, si je veux quelque chose de dynamique, je vais utiliser le web component loader. Et là, globalement, qu'est-ce qui se passe? Ce truc s'est chargé en premier. Il détecte ce qui est disponible ou pas dans le navigateur et va donc chercher comme un grand les polyfills qui vont bien. Donc c'est le plus léger. Par contre, du coup, il y a une petite phase d'adaptation forcément. Et une des questions qu'on se pose quand on a fait du polymère 1, alors aujourd'hui je vais préciser pour les questions à la fin. Moi j'ai pas fait de polymère 1 au final, donc j'ai attaqué, je suis passé direct à la case polymère 2. Si vous avez des questions vraiment sur les passages de polymère 1 polymère 2, je tâcherai d'y répondre tant bien que mal. Mais je pense qu'Horatio sera meilleur que moi à mon avis sur le sujet, parce que lui il en a fait beaucoup. Mais
voici quand même ce que j'ai retenu et que je trouvais plutôt intéressant dans cette migration. Ils se sont dit, on en a marre de tout péter à chaque fois, dans les frameworks c'est chiant, dès qu'il y a un passage de 1 à 2, de 2 à 3, on fait tout et en fait ça ne marche pas. Et bien ils ont fait, non, ce ne sera pas notre cas, à part 2-3 petits trucs. Les petits trucs qui sont notés ici. Le content, ça devient slot, je vais vous montrer après. Donc ça c'était pour le templating. Les behaviors, ça devient des mixins. Le cycle de vie, du coup les méthodes ont changé un petit peu. Il n'y a pas de style et de template séparés et le lancement d'événements ne se fait plus de la même façon. Et donc finalement, pour aider les développeurs à ce que ça soit plus simple de migrer de Polymer 1 à Polymer 2, ils ont créé l'hybrid mode. Et l'hybrid mode, c'est quoi? C'est de la rétrocompatibilité, excusez-moi, vers 1.0, très peu de deprecated features sur 1.0 et fonctionne direct avec les features de 2.0. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire avec ça? Prenons un exemple. J'ai un composant Polymer 1, voilà, il est comme ça. Donc attach, très bien. Mon composant Polymer 2, l'équivalent ce serait ça. Bah, le composant qui tournerait avec Polymer 2 mais en mode hybride, c'est ça. En fait, on voit qu'il n'y a aucun changement avec Polymer 1. Globalement, ils ont réussi à faire un vrai polyfill. Ils ont polyfilé en fait vraiment du coup Polymer 1 pour que ça marche avec Polymer 2. C'est très intelligent et du coup ça limite vachement les problématiques de migration, quoi. Donc quasiment une grosse partie de votre code base de Polymer 1 peut déjà tourner finalement avec Polymer 2 grâce au mode hybride. Donc là je vous ai dit le content, quand on a un DOM module, ça c'était on plaçait notre contenu dedans, c'était pour les contenus dynamiques. En Polymer 2, c'est slot. Du coup, dans le mode hybride, malheureusement, c'est slot. Là-dessus, ils ont été obligés de la casser. Pour vous aider aussi dans cette migration, ils ont mis en place un linter. Comme ça, et du coup, ça va vous donner les bonnes pratiques, ça va vous dire, tiens, là, ça va pas, ça va pas marcher, faut que tu penses à le faire migrer, etc. Et du coup, ils ont aussi fait un guide de migration. Je partagerai les liens, donc vous pourrez cliquer. Le guide de migration il est très grand et il reprend vraiment de façon très détaillée tous les points de conflit, les petites subtilités d'un passage de Polymer 1 à Polymer 2, donc c'est vraiment très intéressant. Et puis, comme beaucoup de frameworks, Polymer CLI, la version 1 donc, est stable, est sortie. Et elle est venue avec quoi? Elle est venue avec la création de composants, d'app, le lint, les tests et le build. Et là donc, on va essayer d'écrire un composant, enfin je ne vais pas l'écrire, non vraiment, on va analyser un composant que j'ai écrit pour la présentation. Le composant c'est celui-là. Donc là ça fait 22 minutes que je suis en train de parler. Ok, je suis allé un petit peu plus vite que ce que je pensais, mais c'est pas grave. Donc ça c'est un composant que j'ai inclus dans ma presse, très bien. Et on va regarder maintenant comment, si je devais, comment je l'ai démarré, et on va regarder chacun des bouts du code qui est associé. Première chose, c'est toujours sur Bower pour l'instant. Ça va évoluer un jour, mais pour l'instant c'est encore Bower, parce qu'en fait ils ont besoin d'avoir l'assurance qu'on n'a qu'une seule version, qu'on a toujours une seule et unique version d'une dépendance. Donc, du coup il y a cette notion de résolution des dépendances dans Bower qui les force à rester là-dessus. Donc là, je dépends de Polymer 2 et je vais juste dépendre de app layout. Donc c'est un truc issu de Material pour me faciliter mon agencement dans mon petit composant. Là, j'ai inclus, on voit le Web Component Light. J'aurais pu inclure des trucs plus petits, mais bon. Et je pense, très important, ça c'est dans mon header HTML, link rel import href. Donc là, j'importe mon composant timer.html. Côté timer, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai tout un ensemble de choses que j'ai loadées. Alors, il y en a qui, c'est moi, je les ai rajoutées. Donc les deux premières, elles sont importantes. Polymer Element, c'est pour pouvoir l'hériter. App Toolbar, c'est pour pouvoir l'utiliser. Bon, je vais vous montrer le template après. Et après, Dispatcher Mixin, Timer Mixin, Mixin Builder. Ça, c'est des trucs que moi, j'ai codés pour faciliter et pour avoir une sorte d'approche en mode Redux, en fait, au niveau composant. Globalement, je vais dispatcher des events de façon générique. Et donc,
Donc c'est une mixin que j'ai écrite, que je réutilise du coup dans tous les composants. Et Mixin Builder, c'est un truc que j'ai utilisé pour faciliter l'écriture d'utilisation des mixins. Parce que quand vous voulez utiliser des mixins, vous allez avoir le premier qui encapsule votre élément, qui va encapsuler l'autre élément, donc on se retrouve à avoir une sorte de code spaghetti d'inclusion qui n'est pas très agréable. Donc Mixin Builder, ça me sert à ça. Et Remote Style, parce que j'ai voulu styliser un petit peu mon attribut. Donc, globalement, il n'y a rien de bien foufou là-dedans. Côté template, on voit donc mon ID, il va être structuré comme ça. Une partie template, une partie style et un script en bas. Donc le template. Je vous ai dit App Toolbar, c'est le truc que j'ai utilisé. Donc il y a tout un bout de code, je pense que ça n'a pas de grosse plus-value que vous lisiez. Ce qui est intéressant, c'est ça. Ça va être comment j'ai fait du data binding, par exemple. Donc on voit qu'il y a du data binding à la fois dans le contenu, donc mon show hours, ou aussi sur l'attribut hide, qui va être dynamique et justement va dépendre d'un attribut de mon objet. Donc concrètement, je vais cacher cette partie-là si mon show hours est à false. Et un data binding classique, ça ressemble à ça. Donc on pourrait utiliser les moustaches aussi. Côté script, donc on voit que j'extends, alors c'est là le fameux mix with, c'est ça mon mixin builder. Donc c'est pas du vanilla ça. Mais globalement, donc je me retrouve à avoir un polymère element qui est la base, et dessus je vais appliquer mon dispatcher mixin et mon timer model mixin. Mon timer model mixin, c'est ni plus ni moins qu'un objet modèle qui expose les différentes choses d'un timer. Donc je vous ai épargné ça, mais il y a les minutes, les secondes, est-ce qu'il est démarré, est-ce qu'il est arrêté. Bon, voilà, on va dire le code métier, enfin la partie métier de mon composant HTML. On retrouve les mêmes choses, donc la toggle c'est un nouvel attribut que moi je vais exposer, donc pour dire déclencher d'un point de vue extérieur, l'action, tiens, démarre, on va démarrer, on va arrêter ou stopper, donc ça c'est une méthode que moi j'expose sous forme d'attribut. D'une manière générale, une bonne pratique que beaucoup de développeurs de polymère donnent, c'est essayer de piloter les actions de vos composants, non pas via des méthodes de vos composants, mais plutôt via les attributs. Il y a des étapes. Donc là, par exemple, plutôt que d'exposer une méthode toggle, j'expose un attribut toggle. Et la subtilité, mais du coup, après, ça va faire aussi qu'on va pouvoir justement gérer des mécanismes un peu plus type Redux et compagnie à travers ça. Et là, par exemple, this.hours, il est issu de mon modèle, de mon timer modèle mixé. Donc là, c'est déjà un objet hours que j'ai utilisé. Ok. Côté script, on se retrouve avec le connected callback. Là, j'ai un set intervalle qui va vérifier mon state, etc. Et mon fameux update toggle de tout à l'heure, qui va agir ou pas. Le toggle timer, il est pareil, issu du timer pour un modèle mixé. C'est quelque chose que j'ai codé. Donc là, c'est vraiment une classe ES6 pure, quoi. Quand je veux l'utiliser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir l'utiliser de cette façon-là, le GTimer, et éventuellement donc toucher à l'attribut toggle et le passer à true. C'est ce que j'ai fait dans mon code. Là, c'est une press reveal, ça. Et donc le déclenchement du premier slide fait exactement ça. C'est comme ça que j'ai déclenché le timer. C'est à travers une action, donc j'ai vraiment exécuté ce code. Résultat, en fait, quand on revient un petit peu à mon app d'origine, et ben la première app, je l'avais codée en à peu près 3-4 semaines, sachant que j'avais pris pas mal de temps. C'était un projet que j'avais à titre pro, donc je passais vraiment des vraies journées à le coder. Et ben ça, en fait, j'ai passé 2 semaines sur mon temps perso à le refaire. Et je suis arrivé à un résultat équivalent grâce en fait à la simplicité grâce à toute cette simplicité. Et au passage, un petit truc que je vous ai pas dit, c'est que mon truc qui faisait le highlighting de code, bah, c'est aussi un web component en fait. Donc voilà, je vais bientôt l'open sourcer, ça, si ça vous intéresse. Faites des braises. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis preneur. L'idée c'était vraiment d'expliquer l'origine et le pourquoi Polymère 2 est sorti et quelle est leur philosophie en fait.